Elle s'appelle Cannabis sativa. C'est une plante légendaire et mythique. Et pourtant, aucun livre d'histoire ne la raconte. Janus du monde végétal, son double visage est un cas unique. Il y a le chanvre, la plante textile légale, et il y a le cannabis, la plante psychotrope. Il s'agit en fait d'une seule et même espèce, Cannabis sativa, dont voici l'histoire. La Seine se passe dans l'ouest de la France, près du Mans. Depuis des siècles, on y cultive le chanvre aussi bien pour son utilisation domestique qu'industrielle. Les fermiers ont conservé l'ancestrale méthode de travail appelée ruissage. Elle permet de fabriquer des cordages, câbles et voiles qui résistent à l'eau. Pour assouplir les tiges et en séparer plus facilement les fibres, le chanvre est d'abord imbibé d'eau avant d'être séché dans les champs. Aujourd'hui encore, on sépare les fibres manuellement, ce qui accroît le coût de production, même si un travailleur expérimenté peut rompre de 50 à 100 kg de chanvre par jour. Merci. Le cannabis sativa est une des plantes les plus anciennement cultivées par l'homme. Le travail du chanvre était déjà développé en Chine 10 000 ans avant Jésus-Christ. On a d'abord récolté les graines pour se nourrir, puis on a découvert qu'en brisant la tige, on pouvait en retirer des fibres pour faire du papier, des filets de pêche ou même du textile. Les habitants de la Chine ancienne appelaient leur terre le pays du chanvre et du mûrier. Les feuilles de mûrier étaient utilisées pour l'élevage des vers à soie, producteurs du pressé textile que seuls les riches et les puissants pouvaient s'offrir. Les autres portaient des vêtements de chanvre. Chanvre se dit ma en chinois, ce qui signifie littéralement plante à deux sexes, à la fois mâle et femelle. Le chanvre fut aussi la première plante à être cultivée pour fournir des armes de guerre. Les Chinois ont d'abord utilisé le bambou pour en faire des arcs, avant de découvrir que la fibre de chanvre était plus résistante. Dès lors, les empereurs furent affectés une partie des terres à la culture exclusive du chanvre. Arme de guerre, le chanvre servit également à la culture. Selon une légende ancienne, l'invention du papier chanvre serait due à Tsai Lun, scribe et eunuque de la cour impériale. Pour attirer l'attention de l'empereur sur son invention, Tsai Lun se fit passer pour mort. Il ordonna que du papier de chanvre soit brûlé autour de son cercueil, puis organisa sa propre résurrection et l'attribua au pouvoir de son invention. Depuis, les Chinois brûlent du papier de chanvre lors des funérailles. La légende est également à l'origine du Wufu, les 5 niveaux de deuil, un code qui impose aux parents d'un défunt le port de vêtements de chanvre différents en fonction de leur lien avec lui. Longtemps, les Chinois ont jalousement gardé le secret de la fabrication du papier de chanvre. Il faut attendre le 5e siècle de notre ère pour que ce savoir soit d'abord transmis au Japon avant de s'étendre au Moyen-Orient et d'apparaître finalement en Europe au XIIIe siècle. Cannabis, sur le plan étymologique, ça veut dire la tige, canne, avec 2 sexes, bis, cannabis. Et ça veut dire la même chose d'ailleurs en chinois, c'est ça qui est intéressant, le mot ma, pourtant c'est un mot qui est sorti d'une culture complètement différente, et il veut dire exactement la même chose. Ma, ça veut dire aussi la plante dont on utilise les fibres et qui a 2 sexes. Pour ce qui est du chanvre, on recherche une grande richesse en fibres, et que ça on le trouve encore plus dans la plante mâle. La plante femelle est pratiquement le prototype de la plante qui se fume, parce que c'est là que se concentre la substance psychoactive. C'est la plante qui a 2 sexes, c'est quelque chose de complètement fondamental. L'utilisation de la plante remonte au XXVIIIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque l'empereur Shen Nung fonda la médecine chinoise. On soignait les blessures de guerre en appliquant des feuilles de cannabis directement sur les plaies. Aujourd'hui encore, dans le monde entier, des médecins plaident en faveur de l'utilisation de fleurs de cannabis comme traitement contre la douleur, notamment pour le cancer et le sida.
I'm a cannabis user. I've been using cannabis since I was approximately 9 years old. I've had cancer 10 times. It first occurred in my spine when I was 2 years old. I had a spinal fusion, which fused my first 5 vertebrae together. I went on to have it from 2 to 10, 9 times in 8 years. It occurred once again when I was 15. We treated it with radiational therapy. Through the years, I've gone through radiational therapy, chemotherapy, and numerous forms of surgery. And I stumbled upon cannabis once after radiational therapy use. It alleviated my dizziness and nausea, just the secondhand smoke, and it also increased my appetite. And right now, I go around the world and I try to teach people about cannabis and its benefits and its usages, because I found it so beneficial in my situation. Le cannabis fut également cultivé sur les marges du continent indien, le Kazakhstan, Pakistan, Népal, Cachemire d'aujourd'hui. Les fermiers indiens utilisaient la technique du ruissage pour le transformer en farine, bouillie et même pop-corn. Les graines servaient aussi de nourriture et fournissaient une huile à faible teneur en acides gras. Le cannabis est consacré à la déesse Kali, qui est déesse de la destruction, mais aussi de la réincarnation. Et donc le cannabis sur le continent indien est complètement intégré à la vie religieuse. On consomme du cannabis qui est consacré à la déesse sur un mode religieux, comme on fait nous avec le vin au moment de la communion. Et il y a aussi une utilisation qui fait partie de la vie sociale complètement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer un mariage, on ne peut pas imaginer un baptême sans le cannabis sur le continent indien. Hey man, try some of this. It's absolutely dynamite. Oh yeah? The physical effects of marijuana. The first sensations may be felt instantly after having smoked some grass, or an hour after having eaten it. Usually, you creep slowly into a stoned condition, inch by inch, sliding upward, but if you've eaten it, the effects may come upon you suddenly and strike you full force in the middle Of a word. Au IIIe siècle après Jésus-Christ, l'empereur romain Galien recommande l'usage du cannabis qui, assure-t-il, entraîne bonheur et hilarité. Dans une société en pleine décomposition, les Romains se tournent vers des dieux venus d'Orient, Mitra et Zarathustra, dont les électeurs se combattent férocement. The Roman Empire really went to war on hemp. The Roman Empire provides a very good example of the importance, the strategic importance, one might say, of hemp in any society in history. The Romans had hemp arsenals either side of the Alps. They had one in Ravenna and one in Vienna. And the procurator of hemp was a very important position in the Roman hierarchy. That is not to say that hemp was only used by the Romans to make war with. It had its place in all the aspects of hemp and all the aspects of fibers that you can imagine that it would have, i.e. it figured in clothing, shelter, food, defense, aggression, and medicine. Plus tard, les chrétiens diabolisent le cannabis et lient son usage au rite satanique. En 1484, le pape Innocent VIII déclare sacrilège la consommation de cannabis. Les connaissances de l'aspect psychotrope de la plante
il semble que ça se soit perdu, en tout cas pour ce qui est des connaissances officielles, et que ça soit devenu en quelque sorte un savoir souterrain, que n'ont continué à détenir que les gens qui avaient vraiment une bonne connaissance des plantes et qui savaient les utiliser pour se soigner. Et les gens qui avaient une bonne connaissance des plantes, alors à l'époque ça ne leur réussissait pas forcément, puisque essentiellement c'était les sorcières. Enfin, on les a nommées sorcières, puisque elles avaient accès à des pouvoirs qui dépassaient l'entendement de beaucoup de gens. Il faut attendre le 9e siècle et Charlemagne pour voir à nouveau encourager la culture du chanvre. Dans les monastères, les moines copistes travaillent sur du papier chanvre à la lumière d'une lampe à huile de chanvre. En 1455, c'est sur du papier chanvre que Gutenberg imprime la première Bible. Here we go. Viva la mota! What does that mean? Long live pot. I have a good background and good education. I have 10 years of college, master's degree in biology, and 4 years in the School of Public Health at UCLA. So I started putting together a museum. Slowly people started giving me things they thought were hemp, and I looked around and found things that were historical. There was a can of hemp seed oil varnish here, and hemp Bible there that I've accumulated, 100-year-old flag, and so on. This is an ongoing educational process. I'm learning every day more and more things. People tell me things about hemp while I'm at the museum, so it's very instructive. My mother's a good example. When I learned the hemp stuff, I came to her and told her, and she says, no, it couldn't be the same plant. I know what hemp is. She's in her 80s now. I said, sorry. And gave her the book, and she's a believer now. Au XVIe siècle en France, François Rabelais, médecin et écrivain, évoque de manière détournée le cannabis dans son célèbre ouvrage « Faits et dits héroïques du grand Pantagruel ». D'une manière générale, il appréciait tellement le cannabis qu'il l'a nommé, d'après son héros Pantagruel, il l'a nommé Pantagruelion. Le cannabis, pour Rabelais, c'est Pantagruelion, et c'est une plante aux vertus si admirables, comme il le disait, que selon lui, si les plantes avaient dû élire un roi, elles auraient choisi un roi de bois, comme il dit, elles auraient choisi d'élire le cannabis, comme la reine des plantes. Rabelais' essay on Pantagruelium, stroke hemp, is corroborated by modern authorities. In particular, I could cite a noted French historian called Pierre Goubert. He was quite convinced that the marked increase in prosperity in the late 16th and 17th century in Western France was due, not exclusively, but primarily to the organisation of the hemp and flax industries. We may remember that at the end of the 15th century, Spain was the mistress of the Indies. And it was, according to Goubert, the organisation of the hemp and flax industries and their sale to Spain, their trade with Spain, that led to the rise in births, in marriages, into a general level of both population and prosperity at that time in France. Christophe Colomb découvre l'Amérique en 1492 et y introduit le chanvre par la même occasion. Parmi les cadeaux qu'il offre aux Indiens, on trouve des graines et des vêtements de chanvre. Le chanvre sert à la fabrication des voiles et cordages. Grâce à lui, la France, l'Angleterre, l'Espagne et le Portugal développent leur puissance maritime. En 1620, le Mayflower transporte les colons anglais qui vont conquérir l'Amérique. Dans sa cale, il apporte également des graines de chanvre. 100 ans plus tard,
C'est sur du papier chanvre que sont écrites les ébauches de la Constitution américaine. C'est également le cas de la Déclaration d'indépendance signée en 1776. Les graines, quant à elles, furent introduites en Amérique par les esclaves. Messieurs, voici un jeune homme en bonne santé, fort robuste, excellent travailleur. 400 piastres. 500 piastres. 600 piastres. Les Africains qui étaient pris en Afrique pour partir en esclavage, ils arrivaient sans vêtements et on leur mettait de grossiers vêtements de chanvre. C'était traditionnellement le vêtement des prisonniers. L'Occident a redécouvert le cannabis, ou du moins les utilisations psychotropes du cannabis dont on avait été coupé pendant plusieurs siècles, pendant les campagnes colonisatrices qui nous ont mis en contact avec d'autres cultures. C'est-à-dire que les Anglais l'ont redécouvert en Inde et les Français l'ont redécouvert en Afrique du Nord. Et quand Bonaparte a fait la campagne d'Égypte, il s'est passé ceci, que les soldats, en rentrant chez eux, ont rapporté des souvenirs du pays, dont du hashish. Et l'histoire moderne du hashish en France remonte à la campagne d'Égypte de Napoléon. Et Bonaparte a failli être assassiné par un Égyptien qui, justement, avait consommé du hashish. Donc, d'emblée, on était dans la note qui allait caractériser nos rapports avec le hashish, c'est-à-dire que d'emblée, Napoléon l'a fait interdire en Égypte. Il y a une théorie qui a longtemps traîné en France et qu'on entend encore parfois citer, et ce serait que le mot assassin serait lié étymologiquement au mot hachichin. Alors si on regarde vraiment de près cette histoire, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait on n'a vraiment aucune raison de penser que ça soit lié sur le plan étymologique. Néanmoins, on s'en est servi comme d'un argument pour discréditer le cannabis. Et c'est ça qui est intéressant très souvent. On peut retrouver ça par exemple avec le mythe de l'escalade. Très souvent, l'Occident a fait des contorsions mentales pour arriver à prouver que le cannabis était vraiment dangereux. Pendant des siècles, le chanvre reste une matière stratégique pour l'Angleterre. Au début du 19e, il compose l'essentiel des cordages et des voiles des navires. Il est importé à 90% d'Italie et de Russie. Avec les guerres de conquête napoléoniennes, le royaume britannique craint pour ses approvisionnements. Le roi d'Angleterre, George III, développe la culture du chanvre et construit des manufactures dans les ports de la côte sud du pays. Now, Bridport is a most remarkable seaport. It has been making, growing, manufacturing hemp, flax, sailcloth, ropes, twines, nets of every conceivable description since time out of mind. And I use the phrase time out of mind because it was used in the charter by King John of 1213, where he wrote to the burgesses of Bridport and exhorted them night and day to make cables and ropes of every description. There were frequent wars with France, certainly from early medieval times, until, of course, Napoleonic Wars. And Bridport took part in that span of history. En 1803, la marine anglaise organise un blocus contre la France. En réaction, Napoléon signe un accord avec le tsar Alexandre Ier.
Le traité de Tilsit interdit notamment les exportations de chanvre russe à destination de l'Angleterre et des États-Unis. Malgré les protestations de Napoléon, Alexandre Ier laisse passer le chanvre en contrebande à destination de l'Angleterre. C'est l'un des éléments qui pousse Napoléon à envahir la Russie. Mais l'hiver précoce de 1812 oblige ses troupes à battre en retraite. Dans l'Europe du début du XIXe siècle, la mode est au cannabis. L'Orient et ses mystères provoquent les passions les plus folles. La vogue orientale influe sur les règles vestimentaires, la destination des voyages ou la décoration des intérieurs. Pour se conformer au goût du jour, on fume le hashish selon la méthode ancestrale de la pipe à eau, également appelée mouka. À Paris, l'hôtel Pimaudan abritait le célèbre club des hashichins. Artistes et écrivains venaient y déguster la fameuse confiture du docteur Joseph Moreau de Tours. Parmi les plus célèbres, on compte Théophile Gautier, Eugène Delacroix, Charles Baudelaire, Alexandre Dumas, Gérard de Nerval. La reine d'Angleterre Victoria était également une adepte de la confiture de hashish. Comme de nombreuses femmes de sa génération, elle en consommait pour calmer ses règles douloureuses. Elle prenait également de grandes quantités de morphine. À Amsterdam, le cannabis importé d'Afrique du Sud depuis 1660 se fumait dans les coffee shops. Une tradition qui se perpétue aujourd'hui. À la fin du XIXe siècle, les émigrants indiens introduisent le cannabis au Mexique, où il prend le nom de marijuana et devient le symbole de la révolte de Pancho Villa avec la chanson La Cucaracha. De leur côté, les fermiers mexicains reprennent à leur compte la méthode indienne du ruissage pour apprêter les fibres. Ils fabriquent toutes sortes de produits, des chapeaux aux sacs, en passant par les tapis. Du Mexique, la marijuana voyage jusqu'au sud des États-Unis. Les Noirs des plantations de coton la consomment pour tenter d'adoucir leurs conditions, rendues encore plus difficiles par la crise économique. Puis, c'est au tour des bidonvilles de Louisville, où le Dixieland et le swing font fureur, de découvrir la fièvre de la marijuana. Elle y est connue sous le nom de reefer. En quelques années, les chansons sur l'herbe font fureur et les clubs de musique fleurissent partout où la communauté noire émigrée s'est établie. Have you ever met that funny reefer man? Have you ever met that funny reefer man? La fièvre de la marijuana, associée à un nouveau développement de l'industrie du chanvre et à une prise de conscience des dangers de l'alcool, commence à faire parler d'elle dans les coulisses du pouvoir. In 1911, New Orleans and then Louisiana and Mississippi and a couple of states along the Mississippi River outlawed marijuana. L'alcool commence à être reconnu comme un danger pour la société. Les femmes américaines forment un groupe de pression et réclament l'interdiction de la vente d'alcool. Viennent les années de la prohibition et leur cortège de violence. L'alcool est à nouveau légal en 1933. Then all of a sudden alcohol was becoming legal again, and all these agents didn't have anything to do. And Harry Anslinger thought, well, we should have a law against hemp, and so did William Randolph Hearst, and so did DuPont.
and the three companies got together, and other people claiming the cotton industry joined in to outlaw hemp because it was making a huge comeback. And the reason it was making a huge comeback is that it took 200 to 300 hours to plant, harvest, and make ready for fiber, acre of hemp. But all of a sudden, in the 1930s, that 200 or 300 man-hours per acre went down to 1 man-hour per acre. It was a better fiber than any other fiber and previous hemp fibers. And that was the beginning of the end of all fibers, as being the only synthetic. Nylon, which is the new synthetic, would have to make way for the reintroduction of hemp as an inexpensive fiber, as well as the strongest, the best, the longest lasting, and the softest fiber. The government of the United States outlawed a fiber and forced the rest of the world to swallow it. They swallowed the outlawing of the #1 fiber on Earth for 10,000 years until the 1930s, and then they outlawed it completely. La Chine, le pays du chanvre, fait partie du plan de conquête militaire japonais. But in official Tokyo, seat of an empire which for nearly a decade has been governed by its stern and ruthless military caste, there is more activity, more secret comings and goings than in many a year. The little men who command the world's third largest navy see in the South Pacific the richest of all colonial prizes. The Philippines, a group of 7,091 Pacific islands which, still under the protection of the U.S. flag, constitute the only major hazard to Japanese plans for new conquest in the war year of 1940. Already one important island industry, the growing and processing of Manila hemp, is almost entirely under Japanese control. And within the past few years, by intensive cultivation, Japanese immigrant farmers have increased production of the one cash crop which has long been a virtual Philippine monopoly. L'invasion de la Chine et des Philippines, deux pays gros producteurs de chanvre, provoque le début d'un rationnement. De son côté, comme d'autres grands chefs de guerre avant lui, Hitler prend conscience de l'importance stratégique du chanvre qui sert à la fabrication de nombreux textiles indispensables en temps de guerre. Lorsque les troupes allemandes envahissent la Russie en 1941, elles coupent l'accès du chanvre russe. L'Allemagne parvient à poursuivre sa production de chanvre, mais l'Angleterre est privée d'une fibre nécessaire à son effort de guerre. En 1942, les troupes allemandes atteignent le cœur de la Russie. Leur pays continue à produire le chanvre. Il permet à Hitler de préparer librement ses prochains mouvements militaires. Pour protéger son approvisionnement, l'Angleterre demande à l'Inde d'accroître sa production de chanvre. Pendant ce temps, la guerre gagne du terrain au Japon. Within little more than a year, Japan, successfully employing once again the deceit and treachery which had so well served her in the past, had taken the final desperate plunge. Lorsque les Japonais bombardent Pearl Harbor et obligent ainsi les Américains à entrer en guerre, ceux-ci s'aperçoivent qu'ils n'ont plus accès à leurs sources d'approvisionnement en chanvre. Or, les forces armées dépendent complètement du chanvre pour les cordages, câbles et ficelles, ainsi que les chaussures, bottes et autres équipements divers. Le gouvernement américain décide alors de former une industrie de guerre pour le chanvre. Il relégalise la marijuana et distribue des graines à ses fermiers. Un film de propagande, Hemp for Victory, du chanvre pour la victoire, est même réalisé pour encourager cet effort de guerre. Les forces aériennes alliées dépendent complètement du chanvre. Les sangles des parachutes, tout comme les sacs à dos et les ceintures, sont faits de chanvre. Une
fois les Japonais chassés des Philippines par le général MacArthur, la production de chanvre retrouve son niveau d'avant-guerre. Après les années de guerre, un nouveau monde apparaît. L'Inde obtient son indépendance. Grâce à la mécanisation, le pays double sa production et peut développer ses exportations vers les États-Unis et le reste du monde. Les États-Unis interdisent à nouveau la culture du chanvre et du cannabis, mais en importent des millions de tonnes pendant le boom économique de l'après-guerre pour approvisionner leur industrie. For this is the port of New York, a sprawling pattern of activity covering more than 1,500 square miles. Its 650-mile waterfront, an ever-changing mirror reflecting the work of the world and its needs and tastes. Grain from Canada, and fish from Portugal and Norway. Tires from Akron, and hemp from India. Dans la France de l'après-guerre, la culture et le travail du chanvre connaissent une véritable révolution industrielle. Ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'en France, on a continué à cultiver le chanvre malgré cette prohibition qui le frappait aux États-Unis. Aux États-Unis, en interdisant la marijuana, on a interdit le chanvre, on n'avait plus le droit d'en faire pousser. En France, on a continué à en faire pousser. La France était une nation très rurale à l'époque, elle est restée jusque dans les années 50. Et donc, on a continué à faire du chanvre. Et ce qui s'est passé là, c'est que les fibres synthétiques ont pris un tel développement que même en France, c'est-à-dire dans un pays où on avait encore le droit d'en faire pousser, le chanvre a néanmoins connu un déclin très important jusqu'à ce que l'industrie textile du chanvre meurt de sa belle mort à la fin des années 60. Dans les années 60, la génération des hippies lance un mouvement mondial en faveur de la légalisation du cannabis. Sa consommation est encouragée par les vedettes du rock anglais et américain. Les Beatles, John Lennon en tête, bouleversent l'Angleterre bien pensante avec leur message ouvertement pro-cannabis. Lorsque les Rolling Stones, Mick Jagger et Brian Jones sont arrêtés pour possession de cannabis, ils sortent une chanson, We Love You, une réponse en pied de nez aux représentants de la loi. Modern art, there's nothing in it. When you tone things, you sit down with a sigh of relief. Thank God I don't have to learn, I don't have to travel, I don't have to exert myself in the slightest. I am what I am. Youth is youth, pop is pop. There's no need to progress, there's no need to do anything. You have to sit down, smoke our marijuana, an admirable thing in itself, but not the end of anything. You have to listen to our records, and life has become a single moment. The single moment is eternity. With God, finis. L'intérêt des Rolling Stones pour la culture marocaine fait des émules. Ils créent ainsi une alternative à la mode de l'Inde et des Beatles. Désormais, c'est vers le Maroc que les hippies prennent la route. Vous voyez ces quelques champs qu'il y a dans la montagne, c'est du kiff. Et à Ketama, vous ne trouverez pas d'autre culture parce que c'est la seule chose qui pousse. Vous voyez comme ça pousse bien, même devant l'hôtel vous en trouvez. Je pense que si Ketama avait un blason à choisir, ce serait certainement la fleur de kiff. Je crois qu'ici, il y a au moins plus de 10 tonnes de kiff cultivées à l'année. Donc il doit bien y avoir d'autres choses que les hippies qui viennent l'acheter. Dans les années 70, en Jamaïque, les Rastas fument le cannabis qu'ils appellent ganja. C'est un devoir religieux qui les aide à communiquer avec leur Dieu. Herb is the sacrament of the Rastafari Church. And basically, through studying the Bible, we understand that it's there for the healing of the nation. In other words, it can nourish the mind just as food nourishes the body. It's like a key that can open certain aspects of your mind.
And the brain needs feeding just as the rest of your body does. But for me personally, it seems to tune you into a certain wavelength that you can't reach without it. Although I do understand that through certain meditations, one can achieve these heights without smoking herb or taking any other drugs. But in the 20th century, I personally don't have the time, so it's like a shortcut to get to this place to help you be creative. And another thing I find really interesting about weed is how through the smoking of it or trying to acquire it, it brings together people of different classes, backgrounds, cultures. And in bringing those people together, there's an exchange of ideas, and through that exchange, other things happen. Toujours dans les années 70, le cannabis est légalisé à Amsterdam. Ben Dronkers devient ainsi le premier producteur légal de marijuana, millionnaire. Hello, my name is Ben Dronkers. I welcome you in the Cannabis Castle and have a look in the Sensi Seed. Well, hello, here you are in the dungeons of Cannabis Castle, Sensi Seeds Bank, grow rooms. This is where it happens for the last about 14 years that we grow all kind of new varieties that are well known, like Northern Lights, Skunk No. 1, Big Bud, Haze, and of course also the new variety Jack Herer, what we're going to produce this year on the market. Here we find different varieties that me and my colleagues, we tested out by once in a while looking at the plants and try them out. In that sense, it's a wall where people can always look and go back to and say this variety had a certain smell or a certain aroma. Quality is very important, and it's the most important factor where we look at. Always people think also about quantities of material you can harvest. And of course, it's very difficult to have a balance. You find plants with very large, big buds, and you find plants with smaller buds. But even the plants like this that have a very small bud is one of our basic plants we have for the breeding of many of the strong varieties that you can see on this side. That means that some of the strengths and some of the important potency we always try to bring back in one variety, and that is the variety that people buy in the shop. And that is the importance of good seed, is like any farmer could know that that's the start, and then you end up with some good materials. The Sensi Seed Bank grows the best marijuana seeds in the world, I think, for many years. Also, we want to make the best hemp seeds from the world, and we're working very hard on that. For that, we made a new company that's called Hempflex, and Hempflex produced in the north of Holland, on this moment, last year, 140 hectares of hemp, and coming year, we want to go to 1,500 hectares. That is the minimum we want to do, and for sure, later on, we will have to do more. From that material we have produced last year, we're producing on this moment just the raw fiber and the wood materials. It comes out like that. And from the wood, we have the plan to make cat litter and actually the same things like people want to do in England. It's beautiful wood you can press from it, and also some composites like this, pressed from fiber and wood. And very interesting, what I like, one of the things I like myself the most is the isolation material. It smells good, you can make it fireproof, and it's much better than all the glass fiber that is all in these living rooms out there. So hemp is the future. Le chanvre est une culture qui se fait à partir d'un contrat. Le contrat nous est donné par un industriel en relation avec notre fédération des producteurs de chanvre, et à partir de là, il est possible de cultiver du chanvre.
Donc les embleuvements de champs se font chaque année vers le mois de mai et la récolte se fait aux environs du 1er septembre. En France, les graines produites dans la région du Mans contiennent un taux d'agents toxiques très faible. Il y a une législation qui est très précise et qui dit que l'on doit employer des variétés de chanvre qui ont subi des tests, et en particulier du point de vue de la production de drogue, qui sont exemptes de drogue. Elles doivent avoir un fort potentiel agricole, d'une part, mais aussi avoir, disons, un taux de drogue qui est extrêmement faible. Le chanvre a un avenir industriel très important, puisque d'après les essais que nous faisons, les utilisations que nous pouvons faire, on s'aperçoit que le chanvre s'adapte bien à beaucoup d'utilisations industrielles. Bon, le papier, c'est certain, puisqu'on le fait actuellement. Le textile, on l'a fait au début du siècle et au siècle précédent. Et actuellement, nous redémarrons cette filière et nous espérons bien revenir à un top niveau. Quant aux autres applications industrielles, actuellement, nous avons beaucoup de demandes, françaises et étrangères, pour tester cette matière. Un exemple parmi tant d'autres sur le plan industriel, un industriel allemand nous a demandé de la matière pour essayer d'incorporer dans le cadre de la fabrication de plaquettes de francs le chanvre, car c'est un produit très résistant et qui n'est pas du tout toxique, qui n'est pas nocif pour l'individu. Le renouveau du chanvre attire l'attention du magazine High Times, la Bible américaine du cannabis, qui envoie Ed Rosenthal, journaliste intrépide, visiter l'Europe et la Hongrie pour en ramener des photos. Ed vient de publier son ouvrage Hemp Today, le chanvre aujourd'hui. En 1992, les médias britanniques font leur gros titre sur la première récolte légale de chanvre depuis 70 ans en Angleterre. We're often asked whether people can get high from this because obviously people see it as being cannabis, marijuana. We prefer to call it hemp. One of the things we had to convince the Home Office before they issued us the license was that we would be able to comply with current European law, which says that you must not grow varieties which have got more than 0.3% THC. Which is the cannabinol in the plant. And obviously we have been able to convince them with our trials in previous years that the varieties are totally safe. They have checked up on these crops, they've sent inspectors around, samples have been taken to check, and you can get no satisfactory effect from smoking any of this crop. Or if you smoke the entire 50-acre field behind me, you would get a very big headache, but would do yourself no good at all. La police anglaise a cessé d'arrêter les petits consommateurs. Dans le même temps, l'Angleterre connaît une véritable renaissance du cannabis et du chanvre. Londres devient un nouvel Amsterdam et les groupes de pop anglais reviennent en force dans les hit parades avec des chansons sur la marijuana. La prise de conscience écologique qui a suivi cette mode du cannabis est à l'origine de l'apparition en Europe d'un marché de vêtements et de produits de toutes sortes. Lors du premier festival écologique international de Francfort en mars 1995, les écologistes locaux tentent de promouvoir avec plus ou moins de succès la culture du chanvre. The International Hemp Association was formed in 1992. We're based in Amsterdam in the Netherlands. And this group was formed primarily to facilitate communication between the various groups, sometimes factions within the hemp world.
We're a non-political organization. We try to be an impartial liaison between all sorts of factions involved with the cannabis world, whether they be involved with medical use, textile use, oilseed use, any of these various uses for hemp. Aux abords de la conférence, une exposition commerciale vante les bienfaits du chanvre et du cannabis. En Allemagne, depuis la dépénalisation du cannabis en mars 1995, le chanvre est en train de devenir une culture à la mode dans le petit monde des producteurs écologiques. It's 100% natural cosmetic done of the basis of hemp oil. For example, we make this shampoo. It's a composition with hemp soap and the hair balm that they use it in combination with the shampoo, the best results gives. We have a perfume since more than 1 year in the market, a lip balm, curl cream, and the soft soap. Also es ist eine riesige Hanfbewegung ausgebrochen durch das Buch, was eben vom Hanfhaus rausgegeben worden ist. In Deutschland ist es im Moment so populär, dass uns der deutsche Markt reicht. Wir haben Textilien aus Osteuropa, aus Ungarn, aus Rumänien, ganz wenig aus China, weil wir mit der Qualität noch nicht zufrieden sind und haben auch eigene Stoffe, die wir in Deutschland selbst herstellen lassen. Also ich hoffe, dass es dahin kommt, dass wir in Deutschland auch anbauen dürfen, weil es gibt viele Länder in Europa, die schon anbauen dürfen. Nur in Deutschland ist eben noch sehr viel Bürokratie am Werk, ja, und deshalb darf man hier noch nicht anbauen. Aber ich denke, es wird dahin führen, dass wir es auch hier anbauen dürfen. Ecolution attempts to get more hemp grown, produced, and sold all around the world, and we do that in a variety of ways. Our pride and joy project that we take the most satisfaction in is the development of the first hemp jeans, the first 100% hemp blue jeans since Levi Strauss first made them in the 1860s. Les graines et l'huile de chanvre sont de plus en plus utilisées dans ce qu'on appelle des préparations culinaires. En Suisse, le best-seller de la cuisine du chanvre offre 22 recettes nutritives à base de chanvre. My name is Matthias Bröckers. I'm a journalist and writer, and I edited Jack Herer's book, The Emperor Wears No Clothes, in Germany. We added a lot of scientific data and stuff on the German and European history of hemp to the American Emperor Wears No Clothes, and so the book went a bestseller in Germany immediately. We started Hanfhaus, a company which is developing and selling products from hemp. And the most important and most revolutionary product is Sativa, a washing detergent from hemp oil. Also der wichtigste Unterschied ist sicherlich das, dass Hanf ökologisch angebaut werden kann, dass es keine Herbizide braucht, keine Pestizide, dass es ein nachwachsender Rohstoff ist, der nicht durch irgendwelche chemischen Sachen gepusht wird. Das ist sicherlich das Allerwichtigste. En France, on construit même des maisons avec du chanvre aggloméré. Des constructions que leurs promoteurs assurent à l'épreuve du feu et de la décomposition. Le matériau supporterait l'usure du temps et ne perdrait aucune de ses propriétés d'isolant naturel. Hemp can save the world. Hemp, it can give you food, clothing, shelter, the three basics, then paper, the thing man needs more than anything else in the world. It can give you oils for your brain, for your membranes that you can't get from any other source. It can give you good protein. It can give you all the benefits that the ingenuity of the mind of man can conceive of. It can do that easily because of the enthusiasm that people will have toward a whole new industrial set of tinker toys to balance against the tinker toys of oil. The people who are cutting down the forests, the big businessmen who want to profit right now, not a profit 20 years from now. People who are not trying to think in terms of construction, but they're thinking absolutely in terms of destruction. Now, whoever these people are, they are small men at the center of things.
put hemp into the mix, and maybe some of them would get shuffled to the outside, and maybe we'd have a happier life. Anyway, as a science fiction writer, I tell you that hemp is an excitement to me because it's like the miracle ingredient, newly discovered but ancient as time, that can solve all the problems. Tout de suite,